Violence faite aux femmes, un combat culturel ou législatif. Selon une étude mondiale de l'UNICEF publiée en 2006, dans le monde, une femme sur 3 a été violée, battue ou victime d'une forme ou d'une autre de mauvais traitements au moins une fois dans sa vie. Dans certains pays, la violence domestique est la cause principale de la mort ou de l'atteinte à la santé des femmes entre 16 et 44 ans. Ce contexte a poussé la communauté internationale à élaborer des politiques visant à améliorer les conditions de vie de la femme. Ratification de chartes, de traités, protocoles et conventions des engagements pris par les États. Malgré ces efforts, la situation des femmes reste dans la réalité inchangée, tout comme les mentalités. Les femmes là, souvent là, elles provoquent les gens. Il faut les frapper, c'est bon. C'est pas normal de porter main à une femme parce que bon, les femmes sont nos mamans. Mais parfois, comme elles te connaissent, on est obligé de faire un peu. Dans la culture, dans notre ancienne culture, non. C'est pas normal que la femme se fasse battre par son mari. Parce que la femme, c'est l'incarnation, disons, c'est la mère qui porte les enfants, c'est elle qui fait tout. Donc, en plus de ces souffrances-là, elle ne peut pas endosser encore le fait que son mari la batte. Mais il faut dire que de nos jours, il y a plusieurs filles qui adorent se faire battre. Elles adorent ça, c'est comme ça, c'est dans la tête, elles sont maso, c'est comme ça. Et souvent, la femme, de son parler, pousse l'homme à lever la main sur elle, ce qui n'est pas bien. Mais souvent, les hommes aussi perdent patience. Donc, d'une part, je suis d'accord que les hommes tapent la femme, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment impolies. Et puis bon, elles ont besoin de ça souvent pour être réglo. C'est pas bon de frapper une femme. Il faut toujours conseiller la femme, quelle que soit sa colère, quelle que soit la honte qu'elle va mettre sur vous. C'est pas bon de porter main à la femme. L'homme même est son conseil. Donc c'est bon de plus conseiller la femme que de lui porter la main. C'est pas bon de pratiquer la violence dans un couple. Naturellement, tout être humain dira c'est pas bon. C'est pas bon de porter main à la femme, c'est pas bon. Une femme n'est pas faite pour être battue de son foyer. Comme on le dit, on se marie pour être heureux. Et la question relative à ce que l'homme batte sa femme, c'est pas normal. Parce que pour essayer de se faire comprendre, l'homme doit avoir la maîtrise de soi, quel que soit ce qui se passe. C'est vrai que les femmes, la force de la femme, c'est sa langue. La femme a des propos vraiment qui arrivent à sortir l'homme de sa personne. Donc battre la femme, c'est quelque chose de vraiment impensable. Mais l'homme, pour essayer de se faire comprendre, pour essayer de se faire respecter, est souvent obligé de porter main à la femme. Mais s'il ne veut pas, soit il quitte là, il sort de la maison. Je pense que frapper la femme n'est pas une bonne chose. Souvent, il n'est pas bien de porter main à une femme, même si elle provoque. Violence faite aux femmes. Quelque chose est en train de changer. Mais les habitudes ont la peau dure. Sensibiliser pour un changement des mentalités, le chemin est encore lent. Alors, sans relâche, tous les ans, 16 jours d'activisme sont consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce suffisant? Loi et poids culturel. Qui réussira à mettre fin aux violences faites aux femmes? Alors, le combat, il est énorme. Le travail à faire est titanesque parce que, exactement, ce qu'on entend, c'est on ne doit pas frapper la femme, on ne doit pas porter main à la femme. Mais même, on a une dame qui a opposé un mais en disant il y a des femmes qui ont besoin de ça pour qu'on puisse les recadrer. Les hommes, on a eu un homme qui disait il y a des femmes qui provoquent, il y a des femmes qui parlent mal, il y a des femmes qui parlent trop, etc. Rien ne justifie qu'on batte et qu'on lève la main sur une femme. On est d'accord, docteur? Rien ne justifie au sens culturel du terme. Parce que, en général, si on regarde le statut de la femme dans l'Afrique traditionnelle, c'est une mère, une sœur, une conseillère, une grand-mère, tout sauf une femme, au sens juridique du terme. De ce point de vue, celle qui initie la vie en tant que mère ou qui prolonge la vie en tant qu'éducatrice, on ne devrait sous aucun prétexte lui porter main. D'ailleurs, dans l'Afrique traditionnelle, c'était formellement interdit de porter main à une femme. Pour deux raisons fondamentales, soit la société culturelle de base traditionnelle pratiquait ce qu'on appelle l'endogamie, donc le mariage en famille ou dans le clan. Et quand le mariage se passait en famille, c'était votre sœur ou bien votre cousine, donc c'était très difficile que dans la même famille, on porte main ou on violente quelqu'un de la famille. Autrement dit, quand on pratiquait pas l'endogamie, on pratiquait l'exogamie, on se mariait hors de son clan.
Et quand vous allez chercher quelqu'un à l'étranger, qui est votre étranger, qui demeure étranger, par la loi de l'hospitalité, on ne pouvait sous aucun prétexte lui porter main. Donc, à travers ces éléments de base, ces régulations sociales, on arrivait à obtenir que la femme soit éternellement protégée. On peut ajouter à cela qu'on arrivait même en famille, que quand la femme arrive, elle n'est pas nez à nez avec son mari. Elle est prise en charge par la maman et les sœurs, de telle sorte qu'elle reste du côté féminin de votre famille. Et là, on lui donne des conseils, on l'encadre, et chaque fois que le ton monte entre vous, rapidement, ou votre maman ou vos sœurs interviennent pour vous rappeler toujours que c'est votre sœur ou quelqu'un d'étranger à qui on doit la protection. Docteur, quand on vous a sur le plateau, on veut profiter pour aller dans le fond des choses. On va parler de définition et typologie. Qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes? Parce que, contrairement à ce qu'on a entendu dans l'élément, ce n'est pas forcément le fait de porter main. Même la violence peut être verbale, morale, psychologique et aussi il y a l'excision, tout ça. Qu'est-ce qu'on entend et puis quelles sont les différentes formes de violence faite aux femmes? Vous l'avez dit, qu'est-ce que la violence? La violence, elle a une réalité, c'est-à-dire que quand on voit des traces, des stigmates, des châtiments, on peut dire qu'il y a violence parce que la personne a été menacée, la personne a été atteinte dans son intégrité physique. Et puis il y a des violences moins visibles qui sont, comme vous le dites, les violences psychologiques et symboliques. Celles-là sont beaucoup plus difficiles à guérir parce qu'elles sont moins visibles. Elles sont de l'ordre du ressenti. Par exemple, une femme qu'on humilie, une femme qu'on frustre devant ses enfants, une femme qu'on humilie parce qu'elle n'a pas d'enfant, ce sont des douleurs à vie. Ce sont des douleurs qui ne sont pas verbalisées parce qu'on pense que c'est sa faute si elle ne fait pas d'enfant. De telle sorte que personne ne la soutient dans son combat, même pas ses propres congénères femmes qui trouvent qu'il y a quelque chose, une anomalie avec elle. De telle sorte que la définition même de la violence procède d'une définition sociologique, sociale et culturelle. Parce que vous irez en Occident, le fait de ne pas avoir des enfants n'est pas vu comme une violence. Au contraire, ça peut être un signe d'émancipation, ça peut être une question de choix de sa vie, ça peut être une question de réalisation de soi à travers son travail parce que les enfants vont vous gêner. Alors qu'en Afrique, ce serait une violence. Et à contrario, si vous allez en Occident, le fait de dénuder les femmes dans les publicités et autres, en Afrique, c'est ressenti comme une violence. La femme est exposée comme de la chair humaine, etc., à consommer ou à ne pas consommer, alors que chez eux, c'est vu autrement. De telle sorte qu'il y a un prisme culturel qui définit la violence, il y a un prisme sociologique qui définit la violence, et puis il y a la personne même qui ressent la violence. Si la personne dit « je suis menacé, je suis atteint dans mon intégrité physique ou psychologique », on doit en tenir compte. Voilà pourquoi la violence est très difficile à caractériser. Mais c'est celui qui parle, qui peut dire « je me suis senti violenté, je me suis senti frustré, je me suis senti atteint. » J'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé, puisque ça c'est l'autre aspect de la violence. C'est vrai qu'on peut avoir un châtiment corporel. Mais si je pense que j'ai mérité ce châtiment corporel, je peux l'oublier instantanément, je peux même demander pardon. Mais si je sens que j'ai été victime, c'est la notion de victime derrière le traumatisme. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je n'ai rien fait pour le mériter. Au contraire, je ne comprends pas. Au contraire, j'ai été agressé. Et là, on peut rentrer dans les notions ou des sentiments d'agression. On a parlé de violences verbales, violences physiques, violences psychologiques. Docteur, est-ce qu'il existe également des violences silencieuses, on va dire? L'indifférence. Oui. Une personne qui est dans son foyer, à qui on n'adresse pas la parole, que ce soit le mari, les enfants, personne, comme si elle était un meuble. Ben, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est ce type de violence qui tue à petit feu. Parce que c'est ce que l'Afrique pratiquait avant, on appelait ça le bannissement. L'Afrique n'avait pas de prison, mais l'Afrique pratiquait le bannissement. Quand vous êtes banni, tout le monde vous est indifférent. On ne vous parle plus. Vous n'existez plus. On appelle ça la mort sociale. Physiquement, vous êtes là, vous mangez, vous existez, mais vous n'avez aucune existence. Parce que le mari qui ne vous considère plus comme sa femme, vous êtes morte. Les enfants qui ne vous considèrent plus comme les mères, vous êtes morte. Les belles-sœurs qui ne vous considèrent plus comme les belles-sœurs, vous êtes morte, etc., etc. C'est la pire forme de violence parce qu'elle vous atteint dans le physique, dans le mental, dans le psychologique. Vous êtes atteint de toutes parts. Alors, du côté de nos traditions, la civilisation, il y a des coutumes où, par exemple, quand on accompagne la femme à la dot, tout ça, on met des chicottes. Par exemple, le fameux baignant dans les bagages, je ne sais pas, ceux qui nous regardent, les plus anciens peut-être peuvent en parler. On met une chicotte dans les affaires de la femme quand on l'accompagne chez son mari. Est-ce que ça, ce n'est pas une porte, mais largement ouverte à toutes sortes de choses? Bien. Effectivement, faut retracer l'origine de ces choses-là. Est-ce que c'est lié
à une forme de religion, parce que dans l'islam, on n'a pas de traces où c'est écrit dans les hadiths qu'il faut mettre une chicotte. Ensuite, l'Afrique traditionnelle, je vous ai démontré qu'on ne frappait pas. À un moment donné, moi je pense à un syncrétisme culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la rigidité, vous savez que les femmes devaient arriver vierges au mariage, de telle sorte que la droiture que la femme devait épouser pour arriver au mariage donnait aussi, et d'ailleurs on disait, le père a terminé son éducation, c'est au mari de prendre le relais. Et en général, dans la rigueur éducationnelle donnée à la base, on pensait que ce n'était pas achevé. Parce que les femmes se mariaient relativement tôt dans ces cultures-là. De telle sorte que, conscient de la puberté, que la femme devait continuer jusqu'à peut-être l'âge de 17, jusqu'à ce qu'elle ait un enfant, il y avait peut-être un achèvement. Mais il faut savoir que dans cette Afrique culturelle ou traditionnelle de ce système, on précisait les cas où on pouvait utiliser la chicotte. Vous avez raison. Si on met le beignet dans les bagages sans dire les cas d'espèce, il y a problème. Par exemple, on pouvait dire le fait de ne pas faire à manger à son mari. On connaît les dérives que cela provoque aujourd'hui. Donc, les gens pouvaient anticiper en disant « Ah, éduquez votre fille pour qu'elle fasse à manger, quelles que soient les circonstances, qu'elle fasse un effort. Sauf si elle est malade, ça nous tous on le sait. Si elle est malade, elle n'est pas astreinte. » Les questions liées au lit, le soir, est-ce qu'elle a le droit de se refuser? Elle n'a pas le droit de se refuser. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont des questions qui ne sont pas tranchées. Est-ce que le mari, même du point de vue juridique, a tout pouvoir pour que la femme ne lui refuse jamais quelque chose, ou bien, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a des questions sur lesquelles vraiment le débat était très, très ouvert. De telle sorte qu'on pouvait donner des cas, par exemple, si votre mère arrive à la maison, qu'elle n'est pas reçue correctement, donc on donnait des cas limites que la femme connaissait, que le monsieur connaissait. De telle sorte que ce genre de violence était socialisé, était culturel. Mais ce n'est pas mettre le beignet pour dire que vous avez la notion de moussofali. On disait que la femme est comme une ânesse. Quand elle ne reçoit pas des coups, elle n'avance pas. Ça, ce sont des côtés abattardis. Oui, ça, c'est des côtés abattardis de la chose. Sinon, avant, on éduquait correctement l'homme pour qu'il ne lève jamais la main sur la femme. De telle sorte que c'était dans les cas extrêmes. Le beignet fonctionnait comme une dissuasion. Parce que quand vous avez une arme, c'est dissuasif, mais on ne l'utilise jamais. Parce que l'homme doit avoir beaucoup de retenue, la maîtrise de soi. C'est pour cela que dans les mosquées, les vendredis étaient utilisés à sensibiliser les hommes et les femmes pour qu'elles n'outrepassent pas un certain nombre de rôles, de comportements, de même que les hommes. Aujourd'hui, la culpabilisation, on va dire, féminine est telle que certaines femmes estiment mériter des châtiments corporels. Et puis, on va plus loin en disant que si ton mari te frappe, c'est parce qu'il t'aime. On a tendance à associer donc cet amour voilà, et à valider les châtiments corporels. Bien, alors que la violence n'est pas forcément signe d'amour, n'est même pas signe d'amour. Bien, mais ça c'est un peu pervers et parfois ça vient des femmes elles-mêmes. Parce que quand elles se rencontrent dans les discussions, chacune demande, est-ce que tu as été battue, est-ce que tu as été engueulée, excusez-moi le terme, est-ce que ton mari a levé la voix, le ton, est-ce qu'il t'a brutalisé? Si elle dit non, on dit mais c'est qu'il ne t'aime pas. Oui. Parce que quand on est ensemble, il faut que ça chauffe. Il faut du piment dans la vie. Je me permets de vous arrêter. Il y a des femmes même qui disent, mais mon mari, il est trop simple, il est trop moins. Permettez l'expression. C'est une expression dans notre pays pour dire qu'il est un peu mou. Quoi. Voilà. Il est trop moins... Mais vous avez raison, c'est ce qu'elle disait. Ça vient des femmes même. Ça ressemble à de l'indifférence. Il y a des hommes qui ne parlent jamais à madame, qui sont très discrets, qui observent, qui lui parlent calmement, avec un ton apaisé. Bon, on peut penser qu'il est faible, il ne t'aime pas assez, peut-être qu'il se délecte ailleurs, voilà pourquoi toi il te néglige. On prend ça comme une forme de négligence. D'où ce que peut-être quelqu'un disait, des copines à elle vont lui donner, ou des sœurs, ou des intimes vont lui donner l'idée d'aller provoquer le mari. Va le provoquer, s'il te frappe, tu sauras qu'il t'aime, mais s'il ne dit rien, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que tout ce que tu fais le laisse indifférent. Effectivement, il y a un côté un peu pervers dans cette affaire, parce qu'on fait intérioriser une certaine forme de violence. Et ça devient une naturalisation de la violence. C'est-à-dire une violence naturellement acceptée par les femmes. Elle se dit, si on me fait ceci, si on me fait cela, ça veut dire qu'on tient à moi, ça veut dire qu'on communique avec moi, ça veut dire qu'on m'aime. Quelque part, c'est pervers, mais cette réalité aussi, vous avez raison, elle existe. Et il y a le côté, on va dire, psychologique du maltraitant. Oui. Très souvent, ce sont des pervers narcissiques, ce sont des gens qui ont
influence assez forte sur la pauvre victime. Et je le disais à l'entame de notre thème, c'est même pas une question de niveau scolaire, parce qu'on pourrait penser que les violences atteignent les couches les moins cultivées ou les moins instruites de la société. Pas du tout. Dans toutes les stratifications de notre société, même chez des femmes qui sont dites très instruites avec des bacs plus 10, des PhD, etc., elles sont victimes également de violences parce qu'il y a une domination psychologique qui se fait sur elles et elles n'arrivent pas à en sortir. Elles sont conscientes que la situation qu'elles vivent n'est pas normale, mais on n'a pas les armes forcément pour en sortir. Bien, vous avez raison. Déjà, la violence a une dimension universelle. C'est-à-dire qu'on soit dans toutes les cultures du monde, qu'elles soient celles dites développées ou sous-développées, la violence n'a pas de classe sociale, la violence n'a pas de culture, la violence n'a pas de niveau intellectuel. Ce sont les formes qui varient, mais parfois même dans les classes aisées, les violences sont plus dominatrices. Parce que quelqu'un ne peut pas concevoir qu'il soit tout puissant, chef d'entreprise, PhD, bac plus 10, et qu'une femme, entre guillemets, sa propre femme, lui résiste à la maison. Parce qu'il commande quasiment la terre entière, c'est un général d'armée, c'est un ministre, c'est un président, et arrivé à la maison, il ne peut pas comprendre qu'il y ait des limites, qu'on quitte le domaine public pour tomber dans le domaine privé, dans le domaine familial, où là, il n'a plus la carapace qu'il a dehors et avec toute la puissance que cela lui confère, avec le simple fait d'être un père de famille, quelqu'un de modéré, quelqu'un de calme, quelqu'un qui a besoin d'une moitié pour véritablement l'accompagner dans sa vie. Et alors, vous avez parfaitement raison, ça n'a strictement rien à voir avec la richesse, avec la puissance, le niveau, etc. En définitive, docteur, sur quoi on doit insister pour un changement de comportement? Est-ce qu'il faut tabler sur notre culture, notre tradition profonde? Est-ce qu'il faut tabler plutôt sur notre environnement immédiat, l'évolution de la société, les réseaux sociaux, les relations humaines? Sur quoi on doit insister pour un changement de comportement? Bon, pour un changement de comportement, si on veut aller le plus profondément possible, c'est dans l'éducation. Parce que souvent, vous avez les femmes déjà dans l'éducation, elles disent, toi tu es un petit garçon, tu n'es pas une petite fille. Tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. De telle sorte que dans l'éducation même des garçons, la masculinisation s'accompagne de violence. Les jeux, les types de jeux qu'on fait, le fait de ne pas se laisser frapper à l'école. Les cadeaux qu'on offre aux enfants. Exactement. Tout ça, c'est une masculinisation, c'est un accompagnement de la violence. C'est-à-dire les femmes, parfois, dans l'éducation, dans la socialisation même des jeunes garçons, sont celles-là même qui sont en train de fabriquer les futurs violents de la société. Donc, si on veut remonter le plus loin possible, on va aller jusqu'à l'enfance pour essayer déjà de modérer, de canaliser, d'apprendre aux jeunes garçons à communiquer autrement que par les muscles, par la manipulation, par la volonté de domination, par la culpabilisation, etc., etc. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va à l'école, on va voir si on peut encore relayer cela par un accompagnement. Déjà, la sensibilisation en classe, à l'école, etc., etc. Au travail aussi, on n'en parle pas suffisamment. Tout ce qui est harcèlement sexuel, tout ce qui est de considérer toujours que quand une femme réussit, elle n'a réussi que parce que. Alors qu'aujourd'hui, nous avons toutes les statistiques. Donc, la presse a un rôle à jouer, les universités, les grandes écoles. Aujourd'hui, les filles sont plus excellentes que les garçons à l'école. Les médias. Donc, tout le monde doit travailler sur cette réalité que les femmes sont tout autant capables que les hommes. Donc, si vous voulez, les réseaux sociaux, on doit chercher partout pour voir. Parce que la violence est tellement insidieuse. Elle prend tellement de formes. On la traque là, elle prend une autre forme, elle rentre là, elle sort là. Parfois, on n'a même pas... Elle travaille, elle avance très, très masquée. À côté de cela également, il y a les mauvais exemples que certains enfants vivent. On a parlé donc d'éducation, mais un enfant qui grandit dans un environnement où il voit son père battre sa mère peut considérer que c'est un comportement normal et où la femme est faite pour être avilie. Oui. Tout à fait, et que ce soit la femme battue elle-même qui a connu son père qui battait sa maman, elle peut l'accepter, le naturaliser. Tout comme un enfant, garçon qui a vu son père battre sa mère peut penser que c'est le seul mode de communication avec les femmes. Quand tant qu'elles ne sont pas battues, elles ne comprennent pas, elles ne vous respectent pas, elles ne vous prennent pas au sérieux, etc., etc. Ça veut dire que les parents aussi ont un rôle de modèle. C'est-à-dire que si vous avez cette capacité à toujours avoir de la retenue, à anticiper, à faire en sorte que si vous sentez la température monter, comme dans l'Afrique traditionnelle, vous sortez, vous allez faire un tour ailleurs, vous essayez de revenir avec un ami, vous essayez de revenir avec des gens qui peuvent parler à madame, de telle sorte que le vrai respect d'un homme réside dans la retenue. Sa capacité à ne pas tomber dans l'enfance, parce que tout ce qui est châtiment, tout ce qui est injure, tout ce qui est culpabilisation et autres, ça cherche quelque chose dans l'enfance. C'est comme si vous avez un jouet, vous tirez le jouet et ça finit par des coups. Mais sinon, les individus responsables et adultes anticipent. Qu'est-ce qui peut provoquer de la violence dans un couple? Madame anticipe, monsieur anticipe, de telle sorte qu'à un moment donné, non seulement on est calme,
on est apaisé, on cultive la paix dans son foyer et on pense aussi à donner une bonne éducation à sa progéniture pour que les gens soient moins violents. Il faut profiter aussi pour rendre hommage au fait que moi, j'aime pas trop qu'on pense que la violence est perpétuellement masculine. Il y a des hommes qui se retiennent, il y a des hommes qui sont des exemples aussi en la matière. On a grandi aussi avec des parents qui étaient toujours en retenue. Ça, il faut le dire, il faut le préciser. Il y a des femmes également qui tapent des hommes. Oui, il y a des hommes battus. Voilà. Justement, quand j'étais aux États-Unis, il y avait des shelters, les abris pour hommes battus et pour femmes battues. En France, c'est pareil, hommes battus, femmes battues. Et si vous regardez les dernières vidéos, puisque vous parlez des réseaux sociaux, on est constamment confronté à la violence des femmes. Celles qui battent les femmes, qui les tirent dans tous les sens, que ce soit à Haïti, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, un peu partout. Il y a la violence de la bouche des femmes aussi. Exactement. Beaucoup. Oui, qui humilie devant les enfants, qui font que le père n'est pas le père parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il ne chauffe pas la marmite, etc. Et c'est des violences qui véritablement laissent des traces chez l'homme et chez l'enfant. Et ça va plus loin, ces formes de violence, parce que parfois, c'est sur fond d'alcool. Et ça aussi, c'est ça l'Afrique traditionnelle qui n'est plus là. Parce que c'était impensable pour nous, les hommes, de sortir boire avec madame. Parce que même si ça doit se faire, ça se fait dans un cadre apaisé, calmé. Alors que si vous sortez avec madame pour aller boire jusqu'à plus que de raison, l'alcool n'a pas le même effet sur tous les corps. De telle sorte qu'à un moment donné, vous êtes responsables tous les deux de la violence et vous arrivez tout en criant devant les enfants, etc. Parce qu'il y a aussi des comportements de base. Docteur, il nous reste 2 minutes. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, on parle, mais il y a des lois. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a des interdictions. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des communautés et des individus? Parce que la violence, ce n'est pas seulement dans le couple où on se frappe. Il y a l'excision, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a les violences psychologiques, il y a l'indifférence, il va en parler. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la responsabilité des familles? Et puis, est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent sur la sanctification des esprits, prise en charge psychologique? Bref, une application rigoureuse, quoi. Bien, vous savez, quand vous m'avez proposé le thème élément culturel ou juridique, j'ai beaucoup aimé cette formulation parce que le droit est patriarcal. Vous savez que les femmes n'ont pas droit à l'héritage, les femmes n'ont pas droit d'occuper, enfin, pas qu'elles n'ont pas droit d'occuper un certain nombre de postes, mais il y a un gentleman agreement mondial qui fait qu'il y a des postes que les femmes n'occuperont jamais. Nous, on a les statistiques où 5% des femmes qui sont chefs d'entreprise, c'est dans l'entreprise de leurs propres parents. Elles sont 5%, pas sur 100% d'hommes qui sont chefs d'entreprise, mais quand elles sont chefs d'entreprise, c'est dans l'entreprise de leur propre père. De telle sorte qu'il y a une masculinisation du droit. Il y a une patrimonisation, patriarcalisation même de la structure de la société. C'est-à-dire que le droit a été fait par des hommes. Et quand les hommes font quelque chose, ça ne les désavantage jamais. De telle sorte que même quand vous allez parler de viol, la manière de qualifier, le juge qui va juger, qui va demander comment la femme était habillée, qui va demander qu'elle donne tous les détails, qui constituent autant de douleur, de souffrance. Il y a qui a dit dans l'élément, elle nous provoque. Voilà, vous voyez. Parce qu'il y a des filles, même quand elles marchent, on dit, telle qu'elle marche, elle-même elle provoque, elle-même elle demande. C'est parce qu'il n'y a pas garçon, ce n'est plus garçon. Sinon, nous, à notre temps, on aurait réglé ça à d'autres manières. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux-mêmes qui doivent appliquer le droit, pratiquer le droit, surveiller le droit, sont aussi des pères et mères comme vous et moi. De telle sorte que la violence qu'ils ont connue chez eux, la violence qu'ils semblent qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, tolérable ou pas tolérable, peut aussi influencer leur jugement. Mais sinon, vous avez raison, la loi doit frapper vite, fort, net et de manière juste là où ça se passe. Et les lois doivent être appliquées également. Appliquées intégralement. Il faut sensibiliser également les forces de l'ordre, hein, parce que même aujourd'hui, des femmes battues qui vont pour porter plainte, elles ne sont pas toujours prises au sérieux. Bien, mais je vais vous dire aussi, vous serez très surprise, parce que mondialement, si vous voyez le nombre de corps habillés qui battent eux-mêmes leurs propres femmes, on n'est pas loin de 80 à 90%. Et puis dans les commissariats, il y a eu quelque chose qui a changé. Les plaintes par rapport au viol, avant, quand la femme venait, il y avait du monde. Maintenant, c'est fait en sorte qu'il y ait vraiment un peu d'intimité, de calme. Ça, on a remarqué, c'est déjà un bon... Oui. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Et c'est une femme qui va faire la conclusion pour vous montrer qu'il n'y a pas de violence faite à qui que ce soit ici. Évidemment. Merci beaucoup, docteur Nil Lebien. Merci à tous les techniciens qui ont travaillé à la réussite de ce numéro. Avec à la réalisation, Soro Félicité Sénédiawa, rédaction en chef signée Kadi Fadiga. Merci, mon Marco. Merci à vous, surtout, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à votre matinale. Rendez-vous 14h15 pour la rediffusion de la thématique. Et puis sinon, on se retrouve ici lundi 5h55, même canal. Ciao, ciao.